Une nouvelle de début de soirée, il était 7h30, comme les responsables politiques et économiques les aiment. La vente des voitures étrangères en France a diminué de 9,1% au mois de mai. Pendant ce temps, la vente des voitures françaises est restée stable, augmentant même de 0,4%. Tout cela par rapport à mai 84. Un changement de tendance plutôt radical, Francine Raymond. Des chiffres qui prouvent que le marché automobile se rééquilibre en faveur des constructeurs français. Les marques étrangères qui, au mois de mai 84, représentaient 36,8% du marché, voient leur taux de pénétration passer à 34,6%. Dans le même temps, les immatriculations de voitures étrangères accusent une baisse de 9,1%, alors que les immatriculations de voitures françaises baissent, elles, seulement de 0,4%. Les fabricants français se sont ressaisis et semblent avoir enrayé l'offensive de leurs concurrents étrangers. Un résultat qui coïncide avec le succès remporté par les nouveaux modèles aussi bien chez Citroën, Renault que Peugeot. Si les fabricants étrangers ont pris une part aussi importante dans le marché français ces dernières années, c'est précisément parce que les modèles français ont trop tardé à se renouveler. La tendance semble s'être inversée. Les constructeurs français ont réagi avec les nouveaux produits qui ont beaucoup de succès. Je pense à la 205, je pense à la BX et certainement à la Super 5. Et donc je pense qu'avec les produits qui sont déjà sortis et avec les produits qui vont sortir, au moins pour ce qui nous concerne, nous allons continuer notre progression sur le marché français. Est-ce que ça prouve aussi que le goût du consommateur français a changé? Le consommateur français a toujours voulu les bons produits et il a naturellement une préférence pour ses propres produits, les produits nationaux. Et je pense que les goûts n'ont pas changé, je pense simplement que les constructeurs français, en sortant les produits de mieux en mieux, vont reprendre progressivement le marché. 2 détournements d'avion en 48 heures à Beyrouth, tous les deux sans victimes. Ce genre d'événement ne porte pas à rire, mais tout de même, quelle aventure pour 2 des passagers. Le doyen de l'université américaine de Beyrouth et son fils étaient hier à bord du Boeing jordanien au départ de Beyrouth. Après une journée à tourner autour de la Méditerranée, puis une nuit à bord sur l'aéroport de Beyrouth, ils ont été libérés cet après-midi. Ils ont repris immédiatement un autre avion de Middle East Airlines. Et là, crac, encore détourné. Il s'agissait cette fois d'un Palestinien qui voulait seulement donner une conférence de presse à l'arrivée de l'avion à Larnaca. Le pirate s'est rendu immédiatement. Le doyen de l'université et son fils ont été donc libérés une deuxième fois. Au-delà de l'anecdote, c'est en termes politiques qu'il faut comprendre ces 2 détournements, et en particulier le premier, celui de l'avion jordanien. Dans les 2 cas, passagers et équipages sont sains et saufs. Joël Hazard. Que voulaient en fin de compte ces pirates de l'air chiites libanais? Après 15 heures de suspense, ils ont mis ce matin un point final à leur détournement, devant les caméras, comme si tout n'avait été qu'une vaste opération de publicité. En échange de la vie de ces passagers, ils avaient exigé rien de moins que l'évacuation de tous les combattants palestiniens de Beyrouth et la visite immédiate au Liban du secrétaire général de la Ligue arabe. Mais à en croire ces embrassades entre le commando et l'équipage du Boeing, la vie des otages ne paraît pas avoir été très sérieusement menacée. Les pirates de l'air, visiblement très à l'aise sur l'aéroport de Beyrouth contrôlé par Amal, ont tenu à justifier leur acte de piraterie. Il s'agissait pour eux de protester contre l'attitude des pays arabes, pro-palestiniennes dans la guerre des camps de Beyrouth, silencieuses et complices lors de l'invasion israélienne du sud Liban. Un discours que ne saurait désavouer le mouvement Amal. Mais c'est ce geste final, la destruction de l'appareil jordanien, qui pourrait donner la clé de cette étrange affaire. Cette explosion ressemble fort à un avertissement à l'encontre des intérêts jordaniens, à un moment où Amman semble flirter avec Washington sur fond jordano-palestinien et aux dépens de Damas. Aujourd'hui, en Espagne, l'événement devait être, comme au Portugal, la signature du traité d'adhésion au marché commun. Mais 3 attentats ont presque pris sa place dans l'actualité. Ils ont fait 4 morts et 8 blessés, tous des militaires. Véronique Bonenora. En sortant de son domicile à Madrid, ce matin, vers 9h30, le colonel Vicente Romero, accompagné de son chauffeur, venait de monter dans sa voiture quand 2 hommes et une femme, le visage découvert, leur tiraient dessus avec un 9 mm Parabellum. Les 2 militaires devaient mourir dans la matinée à l'hôpital. Pendant ce temps, le commando prenait la fuite après avoir abandonné une voiture chargée d'explosifs dans un parking souterrain à côté du principal grand magasin de la capitale espagnole, le Corte Inglés. Avertis par un coup de téléphone anonyme, la police et ses artificiers s'apprêtaient à désamorcer les charges de gamma, plastique fréquemment utilisé par le TA militaire quand la voiture explosait, tuant sur le coup un policier et blessant plusieurs autres.
Heureusement, dans les minutes qui suivaient l'avertissement à la police, les 8000 personnes qui se trouvaient à l'intérieur du grand magasin ont pu être évacuées. Mais pour les terroristes, cela n'était pas suffisant. En effet, vers 15 heures, en pleine rue, dans une petite ville du Pays basque espagnol, à Portugalete, un 4e militaire, un premier maître de la marine, a été tué à bout portant d'une balle dans la tête. Et là encore, on retrouvait des douilles de 9 mm Parabellum, munitions favorites de l'ETA. Si donc ce soir, ces 3 attentats ne sont toujours pas revendiqués, à Madrid, on est quasiment certain qu'ils sont le fait de l'ETA militaire, d'autant que celle-ci a pour habitude de ne pas s'en prendre aux civils. Pierre-Yves Calizot a suivi la journée de signature au Portugal et en Espagne. Alors la question que nous nous posons, Pierre-Yves, ce soir, est celle de la réaction des Espagnols aux attentats que nous venons de voir. Eh bien, vous voyez, Geneviève, l'Espagne n'est pas, comme on pourrait le croire en France, sous le choc. Non, c'est à la fois plus grave et plus triste. Estamos cansados, disent les Espagnols dans la rue. Nous sommes fatigués de ces crimes gratuits que nous ne comprenons pas. Alors, si ces attentats n'ont pas été revendiqués, tous pensent ici qu'il s'agit de l'État. L'État qui signe ainsi son opposition systématique à tout ce qu'entreprend le gouvernement espagnol, y compris la signature du traité d'adhésion à la communauté. Car l'Europe, eh bien, pour les Espagnols, lorsque vous les interrogez, ils vous diront « no importa mucho », ça ne nous intéresse plus beaucoup. Mais en tout cas, ça ne vaut en aucune façon un crime comme ceux que nous avons connus aujourd'hui. Auparavant, à Lisbonne, Mario Soares, dans le cadre somptueux du cloître du monastère de Géronimos, avait signé l'adhésion de son pays à la communauté. Un Premier ministre portugais sans illusion après la cassure de sa coalition gouvernementale. Felipe González, tout à l'heure, au sein du Palais Royal, procédait à la même cérémonie. Nous ne serons jamais une charge pour l'Europe, soulignait-il. Une Europe toutefois qui ne cache pas ses craintes. L'entrée des 2 nouveaux pays donnera une nouvelle image économique et surtout agricole à la communauté qui comptera désormais 320 millions de concitoyens. Mais les soucis, c'est pour demain, ont dit les délégations présentes. Aujourd'hui est une date historique. Pour les 10 autres pays, les soucis, c'est pour aujourd'hui, car l'Allemagne fédérale a tenu sa position jusqu'au bout dans la discussion sur le prix du blé. Pour la première fois, elle a opposé son veto à une décision du marché commun utilisant la clause de l'intérêt vital. Comprenez en la circonstance qu'il s'agit de difficultés politiques intérieures. Jean-Marie Belin. Logique et têtue pour défendre ses producteurs de céréales, l'Allemagne a pris le risque de l'incohérence sur le plan politique en ouvrant une véritable crise institutionnelle ce soir à Luxembourg. C'est pourtant là qu'en 1966, la France inventait le fameux compromis de Luxembourg, débouchant sur la règle non écrite et contraire au traité de l'unanimité. Pendant 19 ans, l'Allemagne l'a combattu et a milité pour le retour à la règle de la majorité. Et c'est elle qui précisément aujourd'hui l'utilise, lui donnant une véritable légitimité. Adenauer doit se retourner dans sa tombe. Du coup, 5 pays n'ont pas pris part au vote, dont la France, c'est bien le moins, reconnaissant ainsi à l'Allemagne le droit d'invoquer son intérêt vital. Mais en fait, cette crise tombe plutôt bien à 15 jours du sommet de Milan. Avec un tel exemple sous les yeux, et si récent, les 10 vont avoir du concret à régler, définir une nouvelle règle et restreindre le recours au droit de veto, bref, faire fonctionner l'Europe telle qu'elle est, avant d'espérer avancer vers l'Union européenne. Loin de lever le doute sur la mort de Joseph Mengele, les déclarations très affirmatives de son fils unique hier soir à Munich n'ont fait que le renforcer. Tous ceux qui suivent cette affaire et qui commençaient à croire que c'était bien le corps de l'ancien médecin nazi qu'on a retrouvé au Brésil sont aujourd'hui plus sceptiques qu'hier. Émilie Rafoul. Rolf Mengele espérait sans doute que sa déclaration d'hier lèverait toute ambiguïté sur la mort de son père. Loin de l'effet escompté par l'avocat d'affaires, c'est à une avalanche de contre-déclarations qu'on a assisté aujourd'hui. Un pur mensonge pour l'une de ses victimes, une invention de toutes pièces pour les Israéliens. Et des rescapés d'Auschwitz jusqu'aux chasseurs de nazis, aucun n'accepte cette nouvelle version que leur sert aujourd'hui Mengele et sa puissante famille. On n'a jamais vu cette famille révéler où était Mengele, on n'a jamais vu cette famille se distancer de Mengele. Le fils Mengele vient de dire qu'il regrettait pour toutes les victimes ça inclut les victimes nazies, et il n'y a pas de fondation Mengele pour aider les victimes de l'Holocauste jusqu'à maintenant. Donc c'est une prise de position bien tardive. Il porte toujours le nom de Mengele, on peut changer de nom si on veut, si on trouve qu'il est lourd à porter. On peut également prendre position contre les actes commis par son père, même si
ne lui demande pas de dénoncer son père. Étonnante aussi la curieuse mise en scène que le fils Mengele met en place pour livrer sa déclaration à la presse. Il loue un local depuis un mois, il convoque les journalistes, ne vient pas au rendez-vous et fait lire la déclaration par son demi-frère à quelques privilégiés. C'est finalement le procureur du dossier Mengele, ici sur ces images, qui lira le communiqué à toute la presse réunie ce matin. Pour le magistrat, il faut continuer à suivre toutes les pistes. Le dossier Mengele n'est pas clos pour la justice allemande, a-t-il affirmé. Je voudrais bien que ce soit Mengele qui soit enterré dans le petit cimetière près de Sao Paulo, comme ça l'affaire Mengele sera terminée. Mais bien entendu, je suis sceptique, d'ailleurs c'est mon rôle, et j'attends les résultats de l'enquête faite au Brésil, de la police brésilienne, allemande, et une fois les résultats en main, eh bien, je tirerai mes conclusions. Restent malgré tout sur l'autre plateau de la balance quelques indices concordants, notamment une fracture de la hanche chez le vrai Mengele et retrouvée aussi sur le squelette exhumé. Mais l'indice qui sera peut-être une preuve, la seule, ce sera le résultat de l'examen de la dentition retrouvée sur le squelette. C'est à ce moment-là seulement qu'on saura si le bourreau d'Auschwitz aura définitivement ou non échappé à son jugement. Du blouson pare-balles au char MX-50, du missile à la cuisine roulante, le dernier cri de l'armement français se trouve au salon de Satory, près de Versailles. Le catalogue est à côté de moi. 5 tomes. En voici un. Ce salon est strictement interdit au public. 227 industriels français vont y accueillir pendant 5 jours 60 délégations étrangères. Peu de nouveautés cette année au rayon armement classique, c'est au rayon électronique que tout se passe. La puce remplace la punaise, m'a dit Pierre Babet en résumé. Des flèches, des lignes, des chiffres qui bougent sur fond de carte et le tout sur un téléviseur. Ce n'est pas la météo, ce n'est pas un jeu vidéo, et non, c'est la guerre. En tout cas la guerre telle que pourra la suivre un état-major de l'an 2000, dans un fauteuil, devant un écran géant. En définitive, Jean-Pierre Bousquet, ici on assiste pratiquement à la guerre en direct. Eh bien, effectivement, désormais, avec ce système, le chef se trouve directement au cœur de l'action. L'opérateur tient à jour sur sa console en permanence la situation et au même moment, cette situation s'affiche sur le grand écran, ce qui donne la possibilité aux décideurs de voir en permanence ce qui se passe et donc de prendre la meilleure décision. On s'en est fini des punaises et des cartes d'état-major gribouillées. C'est vrai que pendant très longtemps, pendant des décennies, le principal progrès technique a été la punaise qui permettait de mettre verticalement la carte. Désormais, l'informatique judicieusement utilisée permet de mettre cette carte à jour, verticale également, mais désormais elle est vivante. Sur le front, un simple clavier pour taper et transmettre les renseignements. Dans les voitures PC, une console de visualisation. Ne demandez pas combien ça coûte, c'est secret, comme le nom du pays asiatique qui vient de l'acheter. Pas pour faire la guerre, mais pour maintenir l'ordre. Une idée d'application qui aurait d'ailleurs aussi germé à la préfecture de police, à Paris. Cela dit, l'électronique kaki, c'est vraiment la tendance 85 de la foire aux armes. Mais l'électronique, c'est plus discret que le reste, un bac gillois par exemple. Et de toute façon, pour la discrétion, le nécessaire avait été fait avant l'arrivée des journalistes. Pour la circonstance, le salon avait été édulcoré des délégations trop voyantes et des matériels trop sensibles. À la CFDT, les congressistes attendent avec intérêt demain à Bordeaux la réponse d'Edmond Maire aux critiques dont sa ligne de recentrage a été l'objet au 40e congrès. Après quoi, les congressistes voteront. On s'attend à un score très serré pour Edmond Maire. Des débats ininterrompus d'aujourd'hui, on retiendra que l'ancien secrétaire général de la CFDT, Eugène Descamps, a apporté son soutien à la minorité contestataire d'Acutex, le syndicat du textile. Ils sont partisans d'un ancrage à gauche du syndicat sur 3 thèmes principaux: autogestion, lutte des classes, alliance avec la CGT. À ceux qui leur répondent « Nous ne pouvons nous contenter d'un syndicalisme de contestation », les oppositionnels répliquent « Il faut imposer une autre logique économique. Il n'y a pas de bons ou de mauvais patrons, mais simplement des patrons. » Épilogue du débat donc demain à Bordeaux. En vertu du bon vieux principe que l'union fait la force, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Portugal et la France viennent de signer un accord pour lutter en commun contre les catastrophes naturelles. Ces 5 pays sont en Europe parmi les plus exposés aux tremblements de terre. Avec cet accord, tous les moyens de lutte seront mis en commun. Le 23 novembre 80, la terre tremble dans la région de Naples, bilan 3000 morts et 250 000 sans-abri.
Si une telle catastrophe avait lieu aujourd'hui, au lieu de quelques aides ponctuelles apportées par les pays voisins, l'Italie recevrait l'aide conjuguée de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal et de la France. Nous nous sommes alliés en réalité comme des pays s'allient contre un ennemi potentiel. On fait une alliance pour être plus fort, pour être capable de résister à l'agression d'un ennemi. L'ennemi en l'occurrence, c'est la terre quand elle tremble. C'est un ennemi qui fait souvent plus de dégâts qu'un ennemi sous uniforme. Et les pays ne disposent jamais des moyens nécessaires à bien réagir contre un tremblement de terre de grande envergure. Grâce au téléphone rouge qui reliera les quartiers généraux des protections civiles des 5 pays, dès que l'alerte sera donnée, les hommes et les moyens seront mis en commun. Et pour mieux utiliser les possibilités de chacun, on mettra en place une banque de données. Cette banque de données permettra aux responsables du pays qui est frappé par l'agression sismique de demander à chacun des 4 autres pays telle et telle aide bien spécifique. Vous avez ceci, est-ce que vous pouvez m'envoyer ça? Vous avez cela, est-ce que vous pouvez m'envoyer cela? La France, qui pourrait être chargée de l'exercice de simulation européen, occupe actuellement le premier rang en matière de construction antisismique. Les 5 pays signataires prévoient par ailleurs d'étendre l'accord de collaboration aux inondations et aux catastrophes technologiques du type de celle de Seveso. Une troupe brésilienne, chanteurs et danseurs, abandonnée par ses producteurs. La chose est assez rare pour être remarquée. Ils sont 150 Brésiliens et Français et donnent un spectacle musical depuis le 20 mai au Palais des Congrès, au Palais des Sports à Paris. Ça ne marchait pas trop bien et les producteurs américains ont choisi de prendre le large, en laissant d'ailleurs au passage une ardoise de 1 million de francs. Chantal Bretz. Non, ce n'est pas vraiment la fête attendue, en tout cas pour les artistes brésiliens du spectacle du Palais des Sports de la Porte de Versailles, depuis que leurs producteurs américains se sont fait la belle, sans payer le premier centime de ce qu'ils leur doivent, et cela depuis plus d'1 mois. Et voilà ces Brésiliens désorientés, ne sachant plus vers qui se tourner. En effet, l'agent français de la société américaine se déclare grugée elle-même et insolvable, et la direction du Palais des Sports n'est responsable que de la salle, qu'elle a d'ailleurs, dit-elle, louée à perte. Le directeur de l'hôtel près de la tour Montparnasse n'est pas payé lui non plus. Il prend son mal en patience et continue de loger une trentaine d'artistes. Mais tout de même, depuis hier, il ne leur sert plus le petit déjeuner. Et le spectacle s'est arrêté à peu près parce qu'on n'a pas mangé, on n'a pas le cachet, on n'a pas presque pas la conduction pour aller, le transport pour aller travailler. Ce soir, dans les coulisses du Palais des Sports, le ton est monté. Les musiciens et figurants français, qui se trouvent dans le même cas que les Brésiliens, les incitent à se mettre en grève. De son côté, l'agent français tente de sauver les derniers jours de spectacle en leur conseillant de continuer s'ils veulent au moins gagner l'argent de leur retour au Brésil. Mais qu'il s'agisse de ces Brésiliens pour qui une tournée en Europe était une chance inespérée, ou de ces comédiens au chômage ayant accepté de travailler sans contrat, la grande question c'est le chômage qui fait accepter de prendre tous les risques pour travailler. Il n'y a pas de possibilité de saisie. Oui, on a le droit pour nous. Comment accepte-t-on de travailler sans avoir un contrat? Alors, je crois que c'est une question très intéressante parce que vous savez que dans le travail artistique, bon, moi je suis comédien, mais d'autres sont musiciens ou danseurs ou autres. Vous savez que quand il n'y a pas de travail, quand on vous dit bon voilà vous gagnez tant à la fin du mois, et vous acceptez. Vous acceptez et vous dites eh bien bon si je touche le contrat une fois que le travail est commencé, je toucherai après quoi. Et effectivement bon c'est un risque, on prend le risque. Les sports ont quand même décidé d'assurer le spectacle ce soir. La tendance est à la baisse aujourd'hui, aussi bien pour la bourse de Paris que pour le dollar, Henri Laurey. Le dollar s'est encore effrité sur les marchés européens. La monnaie américaine manque d'inspiration, disent les spécialistes, lesquels attendent avec impatience les chiffres de la croissance au 2e trimestre aux États-Unis, chiffres que l'on connaîtra le 20 juin. Les séances se suivent et se ressemblent à la bourse de Paris. Comme hier, l'indice instantané a perdu 0,30% dans un marché modérément actif. La purge actuelle est, paraît-il, salutaire. À New York, on assiste aussi à une phase de repli du marché des titres. Les gérants de portefeuille attendent eux aussi de voir l'évolution, mais cette fois du marché obligataire, pour prendre des décisions.
Carté demain à Chantilly dans le prix d'Aoste. Les pronostics de M. Courtine sur les 19 partantes. Il a choisi les numéros 4, c'est son joker. Est-ce qu'on dit jokeuse? 17, 12, 8, 5, 19, 7. Un tirage de loto aujourd'hui. Pour gagner, il fallait cocher les numéros suivants. 6, 9, 14, 19, 29, 30. Numéro complémentaire, le 49. Le temps demain pour terminer, heureusement qu'on va vers l'été. Sur la moitié nord, pas de changement, de courtes éclaircies et de belles averses. Au sud de la Loire, ce ne sera pas très brillant non plus, des nuages avec tout de même des éclaircies surtout près de l'Atlantique, de la pluie et des orages dans le sud-est. Côté température, jugez vous-même et couvrez-vous. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h05. Après ce journal, un documentaire, La vie à Lyon dans les années 40. Avant de nous quitter, le rappel des titres de ce journal. À demain, bonsoir. Bonne nouvelle pour la Maison France, la vente des voitures étrangères en baisse de 9% au mois de mai. 2 détournements d'avion en 48 heures à Beyrouth, ils traduisent exactement les déchirements politiques de la région. L'entrée de l'Espagne dans le marché commun saluée par 3 attentats qui ont tué 4 militaires, sans doute l'ETA.